Alors bonjour à tous, c'est à nouveau Cyril pour Objectif Cashflow. Aujourd'hui, je vais répondre à une nouvelle question, une question qui devrait en intéresser plus d'un. La question est la suivante. En cas d'investissement locatif, est-ce que la banque nous limite au fameux 33% d'endettement? Vous avez forcément tous entendu parler de cette fameuse règle. Comment elle fonctionne, comment elle est calculée. Mais on va regarder tout ça et on va voir si elle est limitante en cas d'investissement locatif. Allez, on va se retrouver tout de suite sur mon écran et répondre à toutes ces questions en images. À tout de suite. Allez, on est parti. Donc, on va traiter aujourd'hui la question de sommes-nous limités à 33% d'endettement en cas d'investissement immobilier. Donc, ce que je vous propose de voir dans un premier temps, c'est comment est calculé ce fameux seuil de 33%. Alors, c'est assez simple, hein, en fait, hein, ce seuil, donc c'est une recommandation, c'est ça qu'il faut savoir. On va tout simplement prendre le total des mensualités d'emprunt, hein, mensuelles à chaque fois, et on va le diviser par le total des ressources dont vous disposez. Donc, par ressources, on entend bien entendu les revenus du travail, mais ça peut être tout type de ressources, hein. Si vous avez, je ne sais pas, des allocations, je ne sais pas, une aide de vos parents, par exemple, ou un loyer, tiens, par exemple, et bien, tout ça, ça va être pris en compte. Et en faisant cette division, eh bien, on va obtenir un taux qu'on appelle le taux d'endettement. Et donc, effectivement, il est recommandé de ne pas dépasser les 33% d'endettement. Hem Et ça, c'est une recommandation qui est faite par le Haut Conseil de stabilité financière. Donc ça, c'est une institution, qui est présidée par le ministre des Finances, hein, Bruno Le Maire, et qui a émis des recommandations fin décembre 2019 à toutes les banques, pour que ce taux, d'endettement soit respecté et notamment que la durée, d'emprunt ne dépasse pas les 25 ans. Alors pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce qu'avec les taux qui sont très, très bas depuis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de gens qui s'endettaient et qui se surendettaient. Et donc forcément, ça représente un risque. Aujourd'hui, là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est en plein confinement et crise du coronavirus. Et on voit qu'effectivement, ça peut poser problème puisqu'on se rend compte que tout peut arriver. Mais on va y revenir un peu plus en détail. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une recommandation. C'est-à-dire que les banques ne respectent pas forcément ce taux, déjà, de base. Heu et c'est quelque part un petit peu logique, puisque, il faut prendre en compte ce qu'on appelle le reste à vivre. Le reste à vivre, mais comme son nom l'indique, c'est qu'est-ce qu'il vous reste une fois que vous avez dépensé, toutes vos charges. Imaginons que vous gagnez 1 000 €, vous payez votre loyer, vous, faites vos courses alimentaires, vous faites éventuellement, quelques sorties, vous avez quelques loisirs. Qu'est-ce qui vous reste à la fin du mois? Hein, vous pouvez le voir aussi de manière un petit peu plus pragmatique. Qu'est-ce que vous arrivez à mettre de côté chaque mois, par exemple? Et ça vous donne une idée du reste à vivre. Et forcément, quand vous êtes endetté à 33, le reste à vivre n'est pas le même pour quelqu'un, qui gagne 1 000 € par mois ou pour quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois. Hein, puisque simplement, quand vous gagnez 10 000 € par mois, eh beh, vous restez à peu près 7 000 € pour vivre et donc théoriquement, vous êtes plutôt à l'aise. Quand vous gagnez 1 000 € par mois et que vous êtes endetté à 33, il vous reste à peu près 700 €, vous êtes nécessairement beaucoup moins à l'aise que quelqu'un qui gagne 10 000. Et donc c'est pour ça tout simplement que les banques vont dépasser ce taux de 33, sans même parler d'investissement locatif. Elles vont être à même de dépasser ce taux de 33 pour des gens dont la situation est confortable et le reste à vivre est confortable. Et d'ailleurs, bah, heureusement. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est comment sont pris en compte les revenus locatifs pour ce fameux calcul du taux d'endettement. Alors ça, eh bien tout simplement, ça va différer d'une banque à l'autre. Il y a des banques qui tout simplement ne les prennent pas en compte du tout. Donc là, vous avez intérêt à avoir une situation qui est plutôt déjà confortable si vous voulez commencer par faire de l'investissement locatif, puisque si les revenus locatifs ne sont pas pris en compte, eh bien vous allez gréver votre capacité d'emprunt en investissant. Et donc si demain vous souhaitez acheter votre résidence principale, ça risque d'être compliqué, en tout cas avec cette banque-là. La plupart des banques vont prendre en compte en fait 70 des loyers parce qu'elles vont partir du principe qu'il y a 30 de charges, heu, et toutes charges confondues, hein. Ça peut être donc les charges comme, j'en sais rien, des taxes ou, ou même les intérêts d'emprunt, mais ça peut être aussi prendre en compte, la vacance locative, hein, le fait que votre bien ne soit pas loué
tous les mois de l'année. Donc, la plupart des banques vont prendre 70% des loyers et les considérer comme un revenu supplémentaire. On va faire un petit calcul d'exemple. Il faut savoir qu'il y a même des banques qui peuvent prendre 100% des loyers et les inclure dans vos revenus. Donc, tout simplement, on en arrive à la conclusion que faire un investissement immobilier rentable va permettre d'augmenter sa capacité d'emprunt. Je vais illustrer ça tout de suite avec un petit exemple. Imaginons que vous avez 1500 € mensuels de revenus du travail. Si on fait, donc c'est un exemple qui est très simplifié, hein. Si on fait un calcul de votre capacité de remboursement, si c'est 33%, hein, c'est tout simplement un tiers, vous avez donc 500 € par mois que vous pouvez mettre dans un emprunt. Imaginons maintenant que vous achetiez un bien, vous allez à la banque pour présenter un bien que vous voulez acheter à 48 000 € qui est loué 550 € par mois. Je ne prends pas ces chiffres au hasard, hein, tout simplement, c'est le premier investissement que j'ai fait et c'est à peu près la situation dans laquelle j'étais. Eh bien, à ce moment-là, la banque, on a dit qu'elle allait prendre en compte 70% des revenus locatifs. Donc, les revenus pour l'opération en question ne sont plus uniquement de 1500 €, mais de 1500 plus 550 fois 70%. Donc les revenus sont de 1885 €. Et donc on a une capacité de remboursement qui est non plus de 500 €, mais de 628 €. Ok. Donc dans le cas de cet exemple, hein, la mensualité elle est à peu près de 280 € sur 20 ans. Donc voilà. Pourquoi? Tout simplement en faisant une opération rentable, vous allez augmenter votre capacité d'emprunt. Alors, du coup, c'est aussi pour cette raison que vous allez avoir pas mal de gens qui vont vous dire: «Mais non, c'est mieux, d'investir avant d'acheter sa résidence principale parce que vous augmentez vos revenus et du coup derrière, eh bien, vous allez pouvoir, vous acheter une résidence principale un petit peu plus coup de cœur parce que vous aurez tout simplement une capacité d'emprunt supérieure». Donc moi, je rejoins un petit peu cette philosophie. Après, faut pas se priver. Si vous avez envie d'acheter votre résidence principale, en tous les cas, c'est toujours très bien aussi. C'est un peu à regarder au cas par cas et en fonction de vos situations personnelles. Mais du coup, donc pour répondre à la question qui m'a été posée, oui, eh bien non, c'est plutôt non, les revenus, la capacité, le taux d'endettement de 33% n'est pas forcément limitant, si vous voulez faire de l'investissement locatif. Et donc je vous encourage vivement à chercher des investissements qui sont suffisamment rentables pour dégager ce qu'on appelle un cash flow positif et donc augmenter vos revenus dès le début de l'investissement. Il peut notamment être intéressant, et moi c'était le cas notamment dans cet exemple, d'acheter un bien qui est déjà loué, hein, puisque moi typiquement ma situation n'était pas stable dans le sens où moi je suis indépendant, je n'ai jamais été salarié et donc c'est toujours un petit peu plus délicat d'emprunter dans cette situation, mais la preuve est que c'est possible et ça facilite grandement les choses d'acheter un bien loué, tout simplement parce que les loyers, ils ne sont pas hypothétiques. Les loyers, c'est pas vous qui, au doigt levé, dites je pense que je vais pouvoir le louer tant. Les loyers, ils sont réels et vous avez des preuves, des quittances qui montrent qu'il y a un locataire en place qui paye son loyer. Et donc ça va grandement rassurer la banque, en l'occurrence sur une opération comme celle-ci qui s'autofinance largement. Hein, là, je ne rentre pas dans le détail du calcul du cash flow, mais en l'occurrence, le cash flow est positif, le cash flow net est positif. Eh bien, pour la banque, il n'y a pas vraiment il y a pas de risque énorme. Voilà. Alors maintenant, tout ça, il faut quand même le remettre dans son contexte. Aujourd'hui, on est donc, comme je le disais tout à l'heure, en pleine crise du Covid-19. Et donc, je ne vais pas, dans tous les cas, vous encourager à vous surendetter. Il ne s'agit pas de ça. Dans tous les cas, peu importe l'investissement que vous allez faire, je vous invite toujours à faire des simulations pessimistes et pour imaginer, alors typiquement, voilà, quelqu'un, l'exemple que je viens de vous citer, moi, c'était un local commercial. Et donc en ce moment, typiquement, mon locataire, il fait pas de chiffre d'affaires du tout. Donc, il peut pas payer son loyer, tout simplement. Et donc après, chacun voit midi à sa porte, hein. Je pourrais lui imposer de payer le loyer, mais c'est le meilleur moyen pour qu'il mette la clé sous la porte, et c'est pas ce que je souhaite. En l'occurrence, moi, je peux payer la mensualité, donc je la prends à ma charge. Mais il faut envisager tous les cas de figure. Est-ce que vous pouvez supporter les charges en cas d'absence totale de loyer, en cas de vacances locatives totales? Si vous aviez axé votre stratégie à 100% sur
les locaux commerciaux, avant cette crise du Covid, il se peut qu'aujourd'hui, vous soyez vraiment en grande difficulté. De la même manière, si vous avez axé votre stratégie à 100% sur de la location courte durée type Airbnb, aujourd'hui, c'est pareil, c'est la cata, il n'y a pas de revenus du tout. Donc, de manière générale, pour tout type d'investissement, il est important de diversifier et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc voilà, faites des simulations pessimistes pour vraiment tout prendre en compte et voir dans quelle situation vous seriez s'il arrivait ci, s'il arrivait ça. Après, vous pouvez aussi faire des simulations optimistes parce que ça fait toujours plaisir de voir un petit peu ce que peut vous rapporter vos investissements. Et donc pour ça, il existe une multitude d'outils. Je pourrais faire des vidéos dédiées pour vous montrer un petit peu comment faire ce genre de simulation. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre un petit pouce sur la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner à la page aussi Objectif Cashflow qui est sur Facebook. Et puis voilà, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.